Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions et vous ouvre les portes d'une vie meilleure. Je suis Landry Simo, professeur de finance et expert en neurosciences de la décision. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche chacun d'entre nous, comment étudier efficacement en utilisant des protocoles et des techniques prouvées scientifiquement. Vous vous êtes probablement déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir dans leurs études sans effort apparent. Certains diront que ce sont des génies. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le génie n'existe pas. Il y a simplement des gens qui utilisent des protocoles adaptés pour apprendre et d'autres qui, tout simplement, ne les utilisent pas. C'est aussi simple que cela. Bon, pour commencer, je vous donne un simple test. Réfléchissez, répondez à la question suivante. Vous avez deux personnes se préparant à un examen sur une matière qu'elles découvrent toutes deux pour la toute première fois. La première personne lit le cours de fond en comble 3 fois d'affilée et ensuite fait un test sur le sujet avant l'examen final. La deuxième personne, quant à elle, décide avant même d'avoir lu le cours de faire 3 tests d'affilée sur le cours et ensuite lit le cours en entier, une fois avant l'examen final. Donc, je résume, la première personne lit le cours 3 fois, puis fait un test avant l'examen final. La seconde personne commence par faire 3 tests d'affilée avant de lire le cours une fois. Donc, voici la question pour vous. Je vous invite à y réfléchir. Laquelle des deux personnes aura une meilleure performance à l'examen final, prévu dans environ quelques semaines? Prenez un instant pour y réfléchir. Quel individu aura, selon vous, un meilleur résultat? Est-ce celui qui a lu le cours intégralement 3 fois, puis a fait un test, ou la personne qui a pris 3 tests sur le cours avant même de l'avoir lu? Étonnamment, c'est celle qui a d'abord fait les tests avant même de lire le cours qui aura de meilleurs résultats. Étonnant, n'est-ce pas? Vous voyez, moi-même, quand j'étais étudiant, je n'ai jamais commencé par lire un cours. Jamais. Ma première exposition à une matière a toujours été un test, une sorte d'examen. Et souvent, je faisais même 2, voire 3 tests avant de toucher à mes notes de cours. Ensuite seulement, je regardais la correction et je me plongeais dans le cours. Vous imaginez, les gens autour de moi me traitaient de génie. Mais la vérité, c'est que je vous garantis que je ne suis nullement un génie. Je me suis juste servi de protocoles efficaces. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ces protocoles. Je vais vous enseigner comment maîtriser plusieurs centaines de pages de cours en quelques heures seulement. Et toutes les techniques que nous allons aborder dans cet épisode sont basées sur des travaux scientifiques de pointe. Nous allons passer environ 1h30 ensemble. Et croyez-moi, durant ce temps, vous changerez votre manière d'étudier et d'apprendre pour toujours. Donc, j'ai rassemblé des études surprenantes qui vont bouleverser vos certitudes sur l'apprentissage. Donc, ensemble, nous allons comprendre pourquoi certaines méthodes fonctionnent et d'autres non. Et surtout, comment les utiliser à votre avantage. Mon objectif est simple. Vous positionner comme un maître de l'apprentissage. Quelqu'un qui sait comment exploiter la puissance de son cerveau pour réussir. Alors, avant de commencer, laissez-moi vous poser une question simple. Pensez à une période où vous avez étudié un sujet difficile. Combien de fois avez-vous commencé par lire le cours avant de faire quoi que ce soit d'autre? Probablement presque à chaque fois, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et non, ce n'est pas une méthode magique ou réservée à quelques-uns, c'est de la science. Nous allons l'explorer ensemble dans cet épisode. Nous allons parler d'un ensemble de techniques scientifiques, donc assurez-vous de regarder l'épisode dans son intégralité pour ne rater aucune de ces techniques et ainsi parvenir à peaufiner votre protocole d'apprentissage, votre technique d'étude. Chacune de ces techniques est soutenue par des études neuroscientifiques que je vous présenterai en détail. Mais avant d'entrer dans ces protocoles, je veux que vous posiez cette question. Combien de fois avez-vous pensé que vous n'étiez pas fait pour un tel ou tel sujet?
Vous savez, hein, cette petite voix intérieure qui vous dit je ne suis pas bon en mathématiques ou alors l'histoire, ce n'est pas mon truc. Eh bien, oubliez cette voix. Vous allez découvrir qu'avec les bonnes méthodes, tout le monde, et je dis bien tout le monde, peut apprendre et exceller. Je dis bien tout le monde. Donc, dans cet épisode, nous allons aussi parler de la manière dont eh bien, vous pouvez intégrer l'apprentissage dans votre vie quotidienne. Parce que, voilà un secret de polichinelle, j'allais dire, vous devez apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Et je dis bien chaque jour. Et pas forcément dans votre domaine de spécialisation. Apprendre des choses variées, nouvelles, qui stimulent différentes parties de votre cerveau. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est ainsi que vous gardez votre esprit agile et prêt à absorber de nouvelles informations. C'est un peu comme eh bien, une sorte d'entraînement physique, mais pour le cerveau. Donc, je veux que cet épisode soit interactif. Tout au long du temps que nous allons passer ensemble, je vous poserai des questions, des sortes de tests, eh bien, pour que vous puissiez réfléchir et pour que vous appliquiez immédiatement les concepts que nous aborderons ensemble. Certains seront des tests de connaissances, d'autres seront des exercices de réflexion. Parce que le simple fait d'écouter passivement ne vous aidera pas à améliorer votre compréhension. Vous devez agir, réfléchir et mettre en pratique les techniques que nous allons explorer ensemble. Donc, je vous invite ainsi, à partir d'aujourd'hui, de ne plus étudier comme avant. Donc maintenant, si vous êtes prêts, nous allons commencer par comprendre comment le cerveau apprend réellement. Pourquoi est-il si important de tester vos connaissances avant même de commencer à lire un cours? Quelle est la science derrière la concentration et la gestion de temps, le temps d'étude? Et pourquoi? Eh bien, certains types de pauses sont essentielles pour consolider ce que vous venez d'apprendre. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Combien d'entre vous ont passé des heures et des heures à lire et relire des notes de cours et à se dire qu'ils allaient tout mémoriser pour ensuite oublier tout dès le lendemain de l'examen? Oui, ça nous est tous arrivé. Et vous savez quoi? C'est normal. Ce n'est pas vous qui avez échoué, mais c'est la méthode qui a échoué. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens pour éviter que cela se produise. Ils sont basés sur eh bien, la manière dont le cerveau humain fonctionne réellement. Donc plongeons dans cet univers fascinant où la science vous donne les clés pour devenir des maîtres de l'apprentissage. Donc préparez-vous, car eh bien, certaines des choses que vous allez apprendre dans cet épisode vont vous étonner, vous bousculer. Et je l'espère, vous inspirer à changer complètement votre approche, votre méthode, votre protocole d'étude. Alors, c'est parti. Nous allons maintenant plonger dans l'une des choses les plus importantes pour bien étudier, l'attention. Vous savez, cette capacité à rester concentré sur une tâche sans se laisser distraire. Pourquoi est-ce si difficile et surtout, comment pouvez-vous améliorer cette capacité? Nous allons parler d'un élément essentiel pour étudier efficacement. Donc, j'ai nommé l'attention. Sans attention, pas d'apprentissage. C'est aussi simple que cela. Maintenant, posons-nous une question. Combien de fois avez-vous essayé de vous concentrer sur un cours, un livre ou même un article pour finalement vous retrouver à penser à autre chose juste quelques minutes plus tard? Soyons honnêtes, ça arrive à tout le monde. Mais pourquoi est-il si difficile de rester concentré? Et surtout, comment peut-on améliorer cette compétence? Donc, rassurez-vous, la science a des réponses et des astuces pour adresser ce problème. Quand j'étais étudiant, je passais souvent pour un génie parce que eh bien, je pouvais rester concentré pendant des heures sur un sujet. Bon, cela n'a pas changé avec le temps. Mais laissez-moi vous dire que la vérité, c'est que eh bien, le génie, ça n'existe pas. C'est juste de la méthode. Donc, j'ai appliqué certaines techniques pour entraîner mon cerveau à rester attentif. Et aujourd'hui, donc, je partage cette technique avec vous. Donc, l'attention, c'est le filtre de notre cerveau. Donc, commençons par comprendre pourquoi l'attention est si centrale dans le processus d'apprentissage. Dans notre cerveau, c'est le cortex préfrontal qui est chargé de diriger notre attention. C'est un peu le chef d'orchestre. Le problème, c'est qu'il se fatigue très rapidement, comme un muscle. Vous savez, saviez-vous qu'une étude menée à l'Université de Californie à Irvine a montré que lorsque nous sommes distraits, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver une concentration optimale. Je dis bien 23 minutes.
Donc, chaque fois que vous vérifiez votre téléphone ou que eh bien, vous laissez votre esprit vagabonder, vous perdez un temps précieux. Et justement, parlons de notre premier point clé, éliminer les distractions. Donc, technique numéro un, l'élimination des distractions. Avant d'entrer dans les autres techniques, essayons un petit exercice. Pendant les 2 prochaines minutes, mettez votre téléphone en mode avion ou éloignez-le. Juste 2 minutes. Maintenant, essayez de vous concentrer sur une tâche précise. Remarquez-vous que déjà, il y a une certaine différence. Il est prouvé que le simple fait de ne pas être interrompu pendant de courtes périodes augmente notre productivité. Cette habitude de se laisser distraire vient du fait que notre cerveau est câblé pour rechercher constamment de nouvelles informations. Chaque notification sur notre téléphone déclenche une petite libération de dopamine, le neurotransmetteur ou plutôt l'hormone du plaisir, de la motivation. Et nous devenons accros à ces distractions. Pour contrer cela, vous devez préparer votre environnement d'études pour réduire les distractions au minimum. Bon, maintenant, laissez-moi vous raconter une petite anecdote par rapport à comment j'ai personnellement appliqué cette technique. Pendant mes années d'études, j'avais un rituel. Avant chaque session d'études, j'éteignais mon téléphone, je fermais la porte de ma chambre et je me mettais des bouchons d'oreilles. Ce n'était pas par génie, mais par nécessité. Le silence et l'absence de distraction sont des conditions essentielles pour permettre à notre cerveau de se focaliser. Technique numéro 2, la technique Pomodoro. Donc, c'est une technique efficace que j'ai également utilisée et que plein de personnes utilisent. La technique Pomodoro, eh bien, c'est une méthode qui consiste à diviser votre travail en sessions de 25 minutes chacune, appelée Pomodoro, suivie d'une pause de 5 minutes. Après chaque Pomodoro, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Pourquoi 25 minutes? Eh bien, parce que notre cerveau a des cycles naturels d'attention. Et 25 minutes est la durée optimale pour rester concentré sans se fatiguer. C'est prouvé par la science. Donc, une étude de 2007 a montré que travailler par des courtes sessions avec des pauses améliore l'efficacité de l'apprentissage. C'est exactement comme pour l'entraînement physique. Il vaut mieux faire des séries courtes et intenses plutôt que de longues séries épuisantes, exténuantes pour le corps. Donc, essayez de mettre cette technique en pratique pendant 1 heure aujourd'hui. Choisissez une tâche, réglez un minuteur pour 25 minutes, concentrez-vous entièrement, puis faites une pause de 5 minutes. Observez comment votre niveau de concentration, votre niveau de productivité augmentera. Donc faites-le et vous comprendrez rapidement la puissance de cette méthode du Pomodoro. Donc technique numéro 3, la méditation de pleine conscience. Donc maintenant, parlons d'une méthode un peu moins connue, mais extrêmement puissante pour améliorer la concentration. Donc la méditation de pleine conscience. Vous pensez peut-être que, qu'est-ce que la méditation a à voir avec l'étude, avec l'apprentissage? Beaucoup plus que ce que vous pourriez imaginer. Jon Kabat-Zinn, donc un pionnier dans ce domaine, a montré dans ses recherches que la méditation améliore la capacité à rester concentré et réduit le stress. En fait, la méditation entraîne le cerveau à rester dans le moment présent, à se focaliser sur une seule chose. Donc, essayons un exercice rapide. Prenez 1 minute maintenant pour fermer les yeux, respirer profondément et porter votre attention uniquement sur votre respiration. Vous allez voir, c'est incroyablement difficile de ne pas penser à quelque chose d'autre. Mais en pratiquant régulièrement cet exercice, vous renforcez votre cortex, votre cortex préfrontal, dans cette partie du cerveau responsable de la concentration. Les études neuroscientifiques ont démontré que la méditation régulière modifie la structure même du cerveau, augmentant ainsi la densité des zones liées à l'attention et réduisant donc la densité des zones qui sont liées au stress. Dans l'effet de la distraction sur la performance, en parlant de distraction, laissez-moi vous raconter quelque chose d'étonnant. Une étude de 2009, étude de Ophi et al., a montré que les personnes qui prétendent être douées pour le multitâche sont en réalité moins efficaces dans chaque tâche individuellement. Vous avez bien entendu. Donc, le multitâche est un mythe. Donc, cette étude a révélé que les multitâcheurs chroniques sont plus facilement distraits par des stimuli non pertinents.
et leur mémoire de travail est plus faible que celle des personnes qui se concentrent sur une seule tâche à la fois. Donc, si vous avez l'habitude de faire plusieurs choses à la fois, en pensant que vous êtes productif, vous devez arrêter. Vous faites le contraire de ce qui est efficace. Essayez plutôt de vous concentrer sur une seule tâche pendant vos sessions de travail. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné et je vous garantis que cela fait une différence énorme. Technique numéro 4, travaillez au moment optimal. Donc pour terminer cette partie, parlons du moment idéal pour étudier. Votre cerveau, comme je l'ai dit, a des cycles naturels de vigilance, appelés des rythmes circadiens. Donc, certains sont plus alertes le matin, d'autres en soirée. Personnellement, je suis du matin. Je pouvais me lever très tôt, parfois à 2 heures du matin, pour étudier pendant tout le reste de la nuit. C'était le moment où je pouvais me concentrer le mieux, tester différents moments de la journée et trouver le vôtre. Pour récapituler, nous avons vu 4 techniques clés pour améliorer l'attention, donc éliminer les distractions, utiliser la technique Pomodoro, pratiquer la méditation de pleine conscience et trouver vos moments optimaux d'études. Toutes ces méthodes sont soutenues par des études neuroscientifiques, des études scientifiques en tout court, solides, et ont un impact réel sur la concentration, sur la capacité du cerveau à traiter de l'information. Alors, voici un défi pour vous. Pendant la semaine à venir, appliquez ces 4 techniques. Éliminez les distractions, utilisez la technique Pomodoro, pratiquez 5 minutes de méditation quotidiennement et identifiez le moment de la journée où vous êtes le plus concentré. Ensuite, prenez note des changements que vous observez dans votre capacité à rester attentif et à absorber l'information. Nous allons maintenant parler de l'apprentissage actif. Maintenant que nous avons renforcé notre muscle de l'attention, passons à une autre chose, à une autre étape cruciale, donc l'apprentissage actif. Vous pensez peut-être que relire vos cours est la meilleure façon d'apprendre, mais en réalité, vous allez découvrir que, ce n'est pas le cas. Et surtout, ce qu'il faut faire à la place. Préparez-vous car ce que je vais vous expliquer pourrait bien transformer votre manière d'étudier pour toujours. Et je l'espère d'ailleurs. Donc, nous allons maintenant parler d'un concept qui pourrait littéralement transformer votre manière d'apprendre. Donc, l'apprentissage actif. Vous savez, lorsqu'on parle d'étudier, beaucoup d'entre nous pensent immédiatement à relire des notes de cours encore et encore. Combien de fois avez-vous passé des heures à relire un cours pour finalement tout oublier quelques jours plus tard? Si vous êtes honnête, cela vous est sûrement arrivé plus d'une fois. Mais pourquoi? Parce que relire un cours de manière passive ne renforce pas suffisamment les connexions neuronales dans notre cerveau. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir une méthode bien plus efficace, qui est donc l'apprentissage actif, ou comment tester vos connaissances avant même de lire un cours. Ça s'appelle également la pédagogie de l'échec productif. C'est une technique que j'ai utilisée tout le long de mes études et je vous garantis qu'elle fait une différence énorme. Donc, pourquoi se tester soi-même est essentiel? Avant d'expliquer en détail ce qu'est l'apprentissage actif ou l'échec productif, je veux que vous fassiez un petit exercice. Donc, fermez les yeux et essayez de vous rappeler ce que vous avez appris pendant, on va dire, les 10 dernières minutes ou les 5 dernières minutes de cet épisode. Combien de détails pouvez-vous récupérer sans consulter vos notes, à supposer que vous en preniez? Donc, prenez quelques secondes pour réfléchir. Vous voyez, j'imagine qu'il est difficile de se souvenir. Et c'est tout à fait normal. Notre cerveau est comme un muscle. Et la récupération active des informations, c'est-à-dire le fait de tester nos connaissances sans consulter des notes, est l'une des façons les plus efficaces de renforcer ce muscle. Mais ne me croyez pas sur parole. La science a quelque chose à dire à ce sujet. Donc, je vais parler de l'étude qui a été intitulée le Testing Effect. Donc, laissez-moi vous raconter une étude fascinante menée par Rodiger et Krapik en 2006. Ce sont des chercheurs donc, qui voulaient savoir si se tester soi-même pouvait vraiment améliorer la rétention des informations à long terme par rapport à la simple relecture. Ils ont donc mis en place une expérience assez simple, mais extrêmement révélatrice. Ils ont divisé des étudiants en 2 groupes. Le premier groupe devait relire un texte pendant plusieurs sessions, tandis que le deuxième groupe devait lire le texte une seule fois, puis passer des tests réguliers sur le contenu, sans relire le cours. Donc voici comment l'étude s'est déroulée. Les étudiants
ont tous lu un texte sur un sujet qu'ils ne connaissaient pas préalablement. Le premier groupe a ensuite passé 4 sessions de relecture du texte. Le second groupe, quant à lui, a lu le texte une seule fois, puis a passé 3 tests de récupération, où il devait essayer de se rappeler le maximum d'informations sans regarder le texte. Une semaine plus tard, tous les étudiants ont été testés pour mesurer leur rétention à long terme. Les résultats ont été surprenants. Bon, j'imagine que pour vous, ils seront plus surprenants compte tenu de ce qu'on s'est déjà dit depuis le début de cet épisode. Dans le groupe qui s'était testé régulièrement, sans relire, a significativement mieux retenu le contenu du texte que le groupe qui avait simplement relu le texte plusieurs fois. Cette étude a mis en évidence ce qu'on appelle le testing effect, l'effet de test. Le fait de se tester soi-même est beaucoup plus efficace pour ancrer l'information dans la mémoire à long terme. Donc, pourquoi se tester avant même de lire le cours? Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi devrais-je me tester avant même d'avoir lu un cours? Donc, laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous vous exposez à un test avant d'apprendre, vous préparez votre cerveau à recevoir de l'information. Vous créez des trous dans votre mémoire. Et ces trous vont agir comme des aimants pour la nouvelle information que vous allez lire. En gros, vous activez les circuits neuronaux avant même de les renforcer avec l'apprentissage, ce qui va faciliter la création de connexions neuronales solides, de connexions synaptiques solides. En fait, c'est ce que je faisais tout au long de mes études. Quand un nouveau chapitre m'attendait, je commençais par faire un test ou un exercice sans avoir ouvert le cours. J'essayais de répondre avec ce que je savais, ou même si, je savais peu, ou peut-être rien du tout. Ensuite, je regardais la correction et seulement après, je lisais le cours. Vous imaginez? C'est pour cela que, ça peut paraître un peu compliqué au départ, mais avec le temps, vous comprenez rapidement le niveau d'efficacité de cette approche. C'est simplement une stratégie basée sur la manière dont le cerveau apprend réellement. Donc, l'auto-explication pour renforcer l'apprentissage était également une technique essentielle. Il y a des études qui ont également démontré la puissance de l'auto-explication sur la capacité à emmagasiner les informations et de pouvoir s'en souvenir sur le long terme. En parlant d'une autre étude, celle de Xie et al., publiée en 1994, les chercheurs voulaient comprendre l'impact de l'auto-explication sur l'apprentissage. Ils ont recruté des étudiants et les ont divisés en 2 groupes. Tous les étudiants devaient étudier les textes complexes sur la physique, mais avec une différence. Le premier groupe devait simplement lire le texte. Le second groupe devait lire le texte, mais il devait aussi s'auto-expliquer chaque partie du texte en reformulant ce qu'il comprenait et en reliant à d'autres connaissances. Après les sessions d'études, les 2 groupes ont été testés sur leur compréhension et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Résultat, le groupe qui s'était auto-expliqué avait une compréhension bien plus profonde du contenu et réussissait mieux au test. Pourquoi? Parce que l'auto-explication force le cerveau à créer des connexions entre les nouvelles informations et celles déjà existantes dans l'hippocampe. C'est comme construire un réseau de routes dans votre cerveau, plutôt qu'un simple chemin unique. Et ces connexions multiples rendent l'information plus facile à retrouver plus tard. Donc, essayons un petit test maintenant. La prochaine fois que vous lisez un chapitre de cours, arrêtez-vous après chaque paragraphe et posez-vous cette question. Comment puis-je expliquer cela à quelqu'un d'autre avec mes propres mots? Cette simple habitude renforce les circuits neuronaux impliqués dans la mémoire à long terme. C'est une sorte d'approche métacognitive. Donc, parlons maintenant de quelques techniques pratiques. On va parler de la méthode Cornell. Maintenant que nous savons que l'apprentissage actif est essentiel, parlons d'une méthode simple pour le mettre en pratique. La méthode Cornell pour prendre des notes. Donc, voici comment ça fonctionne. Divisez votre feuille en 3 parties. Une grande colonne à gauche pour les notes, une petite colonne à droite pour les questions et un espace tout en bas pour le résumé. Donc, pendant le cours, prenez des notes dans la colonne de gauche, écrivez les idées principales. Après le cours, remplissez la colonne de droite
avec des questions sur les informations que vous avez notées. C'est ici que l'apprentissage actif est en jeu. Vous allez vous tester en répondant à ces questions sans regarder vos notes de cours. Et finalement, résumer le contenu dans l'espace en bas avec vos propres mots. Ce processus de questionnement et de résumé active vos circuits neuronaux, renforçant ainsi la mémorisation et surtout la compréhension réelle et profonde. Et la prochaine fois que vous devez étudier un cours, commencez par vous tester avec des questions. Essayez de répondre avec ce que vous savez, même si vous n'êtes pas sûr des réponses. Ensuite, lisez le cours et comparez vos réponses. Donc, comment vous sentez-vous quand vous faites cela? Vous verrez qu'il y aura des trous dans votre connaissance qui se remplissent avec le cours. Ce simple exercice peut transformer votre manière d'apprendre et ainsi votre capacité à emmagasiner des connaissances. Pour résumer, l'apprentissage actif, c'est l'art de se tester soi-même avant et pendant l'apprentissage. Nous avons vu comment le testing effect permet d'ancrer l'information dans la mémoire à long terme et comment l'auto-explication renforce les connexions neuronales. Donc, vous avez maintenant des outils concrets pour appliquer l'apprentissage actif, comme la méthode Cornell. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un autre élément essentiel pour l'apprentissage efficace, la répétition espacée. Vous allez découvrir pourquoi il ne suffit pas de revoir une information une seule fois et comment espacer vos révisions pour améliorer significativement votre capacité de mémorisation. Nous allons explorer une autre technique d'apprentissage, donc incroyablement puissante, donc la répétition espacée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après avoir passé des heures à réviser un cours, vous oubliez la plupart des informations après quelques jours ou quelques semaines, au mieux des cas? Cela peut être extrêmement frustrant, n'est-ce pas? Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce phénomène est parfaitement naturel. Mais la meilleure nouvelle, c'est que la science nous offre une méthode simple pour lutter contre l'oubli. Donc, la répétition espacée. Avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois, après avoir révisé une fois un sujet, avez-vous pensé, ça y est, je le connais par cœur? Puis, quelques jours plus tard, c'est comme si tout s'était évaporé. Si ça vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas seul. Et c'est la raison pour laquelle nous allons parler de la répétition espacée dans cette partie de l'épisode. L'oubli, un phénomène naturel. Tout d'abord, comprenons pourquoi nous oublions. Imaginez que votre cerveau est comme une armoire avec un nombre limité d'étagères. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous y ajoutez une nouvelle boîte. Mais le problème, c'est que, faute de place, certaines boîtes finissent par tomber et se mélanger tout au fond. C'est ce qu'on appelle l'oubli. Mais il y a un moyen de renforcer la place de chaque boîte sur son étagère et c'est là qu'intervient la répétition espacée. Donc, il y a une étude sur la courbe de l'oubli, donc d'Ebbinghaus. Laissez-moi vous parler d'une étude classique menée par Hermann Ebbinghaus en 1885. Donc c'est l'une des premières études qui a été menée sur la manière, ou plutôt une étude qui a cherché à explorer comment fonctionne la mémoire. Donc une étude qui date, donc, je l'ai dit, de 1885. Ebbinghaus a mené une expérience sur lui-même où il a mémorisé des listes de syllabes sans signification. Puis, il mesurait le pourcentage de ces syllabes qu'il était capable de se rappeler après des périodes de temps différentes. Donc voici ce qu'il a découvert. La courbe de l'oubli, après avoir appris quelque chose, le taux de rétention de cette information chute très rapidement au cours des premières heures, puis continue de décliner de manière plus lente. En effet, dans les 24 heures qui suivent, on va dire, l'apprentissage, nous perdons jusqu'à 70% de l'information si nous ne faisons rien pour la renforcer. Alors, comment lutter contre cette perte? Donc, Ebbinghaus a découvert que réviser à intervalles croissants aide à maintenir l'information dans notre mémoire. C'est là qu'est née la méthode de la répétition espacée. Comment ça marche? Eh bien, la répétition espacée repose sur un principe simple. Il vaut mieux réviser une information plusieurs fois, espacée dans le temps, que de tout réviser en une seule séance. Imaginez votre cerveau comme une route en construction.
Chaque fois que vous révisitez une information, vous ajoutez une couche supplémentaire de pavage, rendant la route plus solide, rendant la route plus durable. Donc voici un exemple concret. Supposons que vous apprenez un nouveau chapitre aujourd'hui. La technique de répétition espacée suggère que vous devriez le réviser le lendemain, puis dans une semaine, puis un mois plus tard. Donc, pourquoi ces intervalles? Parce que à chaque révision, vous renforcez les connexions synaptiques, rendant l'oubli de plus en plus difficile. C'est exactement comme renforcer un muscle à force de l'exercer régulièrement. Donc, il y a une expérience qui a été menée en 2008. Vous vous demandez peut-être à quel point la répétition espacée est efficace. Donc, une étude de Stebeda en 2008, comme je l'ai dit, a examiné les effets de la répétition espacée sur la mémoire à long terme. Voici comment l'étude a été menée. Les participants ont été divisés en plusieurs groupes et ont tous appris du contenu similaire. Chaque groupe a révisé l'information à des intervalles différents. Donc, certains groupes ont révisé immédiatement après, d'autres groupes ont révisé un jour, une semaine ou même un mois plus tard. Après plusieurs mois, les chercheurs ont testé la rétention des informations chez chaque participant. Alors les résultats, les groupes qui avaient espacé leur révision sur des périodes plus longues et à des intervalles régulièrement croissants avaient une meilleure rétention à long terme que ceux qui avaient révisité ou plutôt révisé de manière rapprochée ou seulement une seule fois. Donc cela confirme que l'espacement des révisions est crucial pour consolider la mémoire sur le long terme. Donc, la mise en pratique de la répétition espacée est également essentielle. Donc maintenant, comment pouvez-vous mettre cela en pratique dans votre vie? Je vous recommande d'utiliser des outils spécialement conçus pour la répétition espacée, comme l'application Anki. Anki est une application qui utilise des flashcards et qui planifie automatiquement vos révisions à des intervalles optimaux. Plus vous répondez correctement à une carte, plus l'intervalle avant la prochaine révision sera long. À l'inverse, si vous avez du mal à vous rappeler une information, l'application vous la proposera plus fréquemment. Donc essayez un petit test. Pensez à une information que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Notez cette information sur une flashcard et programmez-vous pour la revoir demain, puis dans une semaine, puis dans un mois. Prenez l'habitude de réviser régulièrement ces cartes. Au bout de quelques semaines, comparez votre niveau de rétention par rapport à des informations que vous n'avez pas révisées de manière espacée. Vous serez surpris des résultats. Alors, parlant de neurosciences, pourquoi la répétition espacée fonctionne-t-elle? Donc, la répétition espacée fonctionne parce qu'elle tire parti de la neuroplasticité. Chaque fois que vous réactivez une information, les connexions neuronales impliquées dans cette information-là se renforcent. À chaque révision, vous renforcez les synapses, ces petites jonctions entre les neurones, ce qui facilite l'accès à l'information plus tard. Donc, c'est un peu comme ajouter de la colle sur une étiquette pour qu'elle colle plus fermement à votre mémoire. Une autre raison pour laquelle la répétition espacée est efficace est qu'elle exploite le mécanisme de l'oubli. Chaque fois que vous êtes sur le point d'oublier quelque chose et que vous vous forcez à vous le rappeler, vous engagez les circuits neuronaux liés à cette information, ce qui les renforce. C'est exactement ce qu'a découvert l'étude de Cornell en 2009 sur le désir d'oublier. Dans les moments où vous avez presque oublié quelque chose, mais que vous réussissez à le retrouver, sont les plus puissants pour renforcer votre mémoire sur le long terme. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez l'impression, ou plutôt que vous êtes sur le point d'oublier quelque chose, et que vous parvenez quand même par quelques gymnastiques intellectuelles, cérébrales, que ce soit, de vous rappeler cette information-là, alors l'apprentissage est plus renforcé. Il est vraiment important de le savoir. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez presque oublié une information, le plus important, dites-vous que si vous parvenez à vous rappeler cette information-là, alors vous avez décuplé votre apprentissage, vous avez décuplé votre mémorisation. Donc, nous allons parler d'une technique pratique pour créer un plan de répétition espacée. Donc, voici un moyen tout à fait simple de commencer la répétition espacée sans aucune application.
Lorsque vous apprenez une nouvelle information, donc la première révision, le jour même. La deuxième révision, le lendemain. La troisième révision, une semaine plus tard. Et la quatrième révision, un mois plus tard. Cela peut paraître répétitif, rébarbatif pour certaines personnes, mais ces intervalles sont optimaux pour renforcer la mémoire. Si vous préférez une méthode automatisée, vous pouvez utiliser des applications comme Anki, comme Quizlet, qui feront ce travail pour vous. Donc, la prochaine fois que vous apprenez un nouveau chapitre, une nouvelle information, prenez votre agenda et planifiez vos révisions à des intervalles réguliers. Commencez dès maintenant. Demain, prenez 10 minutes pour revoir ce que vous avez appris aujourd'hui. Ensuite, marquez sur votre calendrier de le revoir dans une semaine, puis dans un mois. Observez les changements dans votre capacité à retenir l'information. Donc, pour résumer, la répétition espacée est une méthode incroyablement puissante pour lutter contre l'oubli. Nous avons vu comment la courbe de l'oubli affecte notre mémoire et pourquoi espacer les révisions est essentiel pour ancrer durablement l'information dans notre hippocampe. Alors, nous avons exploré des études fascinantes, comme celle d'Ebbinghaus et celle de Cepeda, qui ont démontré l'efficacité de cette méthode. Dans la prochaine partie, nous allons aborder une autre stratégie essentielle, la variation des méthodes d'apprentissage. Savez-vous que varier les façons dont vous apprenez peut améliorer la rétention et également la compréhension des informations apprises? C'est ce que nous allons voir ensemble. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé du cerveau comme d'un muscle qu'il faut entraîner pour se renforcer? Eh bien, tout comme pour l'entraînement physique, il est important de varier vos méthodes d'apprentissage pour améliorer la rétention et ainsi booster votre compréhension. Imaginez si vous faisiez les mêmes exercices tous les jours à la salle de sport, vous atteindriez vite un plateau. De la même manière, votre cerveau a besoin de diversité dans l'apprentissage pour continuer à se développer. Avant de commencer, faisons un petit test. Pouvez-vous expliquer en quelques mots pourquoi la répétition espacée est efficace pour la mémoire? Donc, si vous pouvez répondre à cette question, vous êtes sur la bonne voie. Sinon, c'est normal et la variation des méthodes d'apprentissage peut justement vous aider à mieux retenir ces concepts. L'importance de varier des méthodes d'apprentissage, c'est en réalité, l'une des erreurs les plus courantes que nous faisons lorsque nous étudions, c'est d'utiliser toujours la même méthode. Nous réalisons nos notes encore et encore. Mais notre cerveau a besoin de diversité, a besoin de challenge pour renforcer ses connexions neuronales. Donc, quand vous variez vos méthodes d'apprentissage, vous activez différentes zones du cerveau, ce qui rend l'information plus facile à récupérer plus tard. Donc, je vais parler de la théorie du double codage de Pavlov, publiée en 1971. Donc, cette étude sur la théorie du double codage, Pavlov a découvert que notre cerveau traite des informations de deux manières, verbalement et visuellement. Donc, il a demandé à des participants de mémoriser deux types de contenus, des mots et des images. Ensuite, il a testé leur capacité à se rappeler ces informations. Les résultats ont montré que les participants retenaient mieux les informations quand elles étaient associées à des images plutôt qu'à des mots seuls. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque nous apprenons en utilisant à la fois des images et des mots, nous créons deux chemins distincts dans notre cerveau pour accéder à cette information. Cela signifie que si un chemin est bloqué, nous avons un autre moyen de récupérer le souvenir. C'est un peu comme avoir plusieurs clés pour ouvrir une porte. C'est pour cela que lorsque vous variez vos méthodes d'apprentissage, vous renforcez la capacité de votre cerveau à retenir et donc à se souvenir de cette information. Donc parlons brièvement de l'apprentissage par multimodalité. Vous vous demandez peut-être comment varier vos méthodes. Voici quelques idées simples pour procéder à sa mise en œuvre. Prenez des notes, écrivez les points clés pendant que vous lisez ou écoutez un cours, créez des schémas et des cartes mentales. Transformez vos notes en diagrammes ou en cartes conceptuelles. Cela utilise le côté visuel de notre cerveau. Ensuite, expliquez à quelqu'un d'autre. Expliquez un concept à quelqu'un, même si c'est à vous-même,
active d'autres régions du cerveau, renforçant ainsi la compréhension. Utilisez les flashcards. Les flashcards sont non seulement aussi utiles pour la répétition espacée, mais elles stimulent aussi la mémoire visuelle, j'entends. Donc, l'auto-explication et la méthode Feynman. Donc, je vous ai déjà parlé de l'auto-explication, mais permettez-moi d'approfondir avec une étude de 1994. Dans cette expérience-là, les chercheurs ont demandé à 2 groupes d'étudiants d'étudier un texte complexe. Le premier groupe devait simplement lire le texte, tandis que le second groupe devait lire puis expliquer chaque partie du texte en reformulant les idées avec leurs propres mots. Les résultats ont été saisissants. Le groupe qui s'était auto-expliqué avait non seulement une meilleure compréhension, mais ils étaient également capables d'appliquer les concepts appris à de nouveaux problèmes, à des problèmes, n'est-ce pas, issus de contextes différents. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Eh bien, parce que lorsque vous vous expliquez à vous-même, vous créez des connexions neuronales supplémentaires, renforçant ainsi la mémoire. Donc, parlons plus en détail de la méthode Feynman. Essayons un exercice rapide. Prenez un concept que nous avons abordé dans cet épisode du podcast, par exemple l'importance de la répétition espacée. Maintenant, expliquez-le à vous-même en quelques phrases simples. Comment le décririez-vous à un enfant de 10 ans? Lorsque vous le faites, vous transformez des informations complexes en quelque chose de plus concret, ce qui aide à ancrer dans votre mémoire. Donc Richard Feynman, qui était un physicien de génie, utilisait cette méthode pour comprendre les concepts les plus complexes. Il disait, si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne l'avez pas bien compris. Et je suis tout à fait d'accord avec cette compréhension, cette proposition. Alors, pratiquer l'auto-explication, c'est une façon de varier vos méthodes d'apprentissage et de stimuler différentes zones de votre cerveau. Donc, l'effet de la multimodalité sur la rétention. Donc, il y a une autre étude assez intéressante, publiée en 2001, une étude qui a été publiée par Mayer en 2001, qui a examiné comment les étudiants apprenaient mieux lorsqu'ils combinaient des éléments visuels et auditifs. Donc, Mayer a trouvé que les étudiants qui utilisaient des animations visuelles combinées à des explications orales retenaient mieux les informations que ceux qui n'avaient que des explications textuelles. Encore une fois, cela confirme l'idée que varier vos méthodes d'apprentissage renforce la mémoire. Donc, ça montre vraiment la puissance de la multimodalité. Lorsque vous apprenez un concept, n'hésitez pas à regarder des vidéos donc explicatives, à écouter des podcasts, à lire des articles et à dessiner des schémas. Plus vous stimulez de sens, plus vous renforcez votre mémoire. Donc, comment la variation renforce-t-elle la mémoire? Donc, l'une des raisons pour lesquelles varier les méthodes est efficace, c'est que cela stimule, comme je l'ai dit, la neuroplasticité. Chaque méthode d'apprentissage engage différentes parties du cerveau. Par exemple, lire engage le cortex visuel et l'hippocampe, tandis que parler et expliquer active le cortex préfrontal et les régions associées à la mémoire verbale. En combinant ces méthodes, vous créez un réseau neuronal riche et interconnecté, ce qui facilite la récupération des informations plus tard. Maintenant, une petite question pour vous. Quels sont les bénéfices d'utiliser la méthode Feynman? Et pourquoi la multimodalité est-elle plus efficace pour la mémoire? Si vous pouvez répondre, c'est que vous commencez déjà à intégrer ces notions. Pour terminer cette partie, je vous propose un plan d'action. À chaque nouvelle notion, prenez quelques minutes pour l'expliquer avec vos propres mots. Donc, c'est ça la méthode Feynman. Ensuite, alternez les supports. Utilisez des livres, des vidéos, des podcasts et des cartes mentales. Ensuite, impliquez plusieurs sens. Donc, enregistrez-vous en train d'expliquer un concept et réécoutez-le. Ou dessinez des schémas pour les notions les plus complexes. Vous comprenez donc la puissance, n'est-ce pas, de la multimodalité dans l'apprentissage de concepts, fussent-ils des concepts extrêmement complexes. Donc, il est vraiment essentiel pour créer des connexions neuronales solides et faciliter la récupération des informations apprises.
Maintenant, nous avons exploré la théorie du double codage de Paivio, l'auto-explication, l'impact de la multimodalité sur la mémoire. Il est maintenant temps pour nous de nous intéresser à un élément souvent négligé, mais non moins crucial pour l'apprentissage, la gestion du temps et l'importance des pauses. Vous découvrirez comment organiser vos sessions d'études pour maximiser la rétention des informations. Donc restez avec moi car ce que vous allez apprendre pourrait également bien changer la manière dont vous planifiez votre temps d'études. Vous rappelez-vous du temps que vous passez à travailler sans interruption? Nous avons souvent tendance à penser que plus nous passons du temps à étudier, mieux nous retiendrons. Mais la science nous prouve le contraire. Gérer correctement son temps et ses pauses est essentiel pour maximiser l'apprentissage. Donc, pourquoi les longues sessions sont contre-productives? Lorsque nous étudions pendant de longues périodes sans pause, notre cerveau se fatigue. Cette pratique, ou plutôt cette fatigue, réduit notre capacité à absorber de nouvelles informations et à nous concentrer de manière, on va dire, adéquate. Cette fatigue réduit notre capacité à absorber de l'information et à nous concentrer. C'est comme essayer de soulever des poids à la salle de sport sans jamais s'arrêter. Vous risquez de vous épuiser et même de vous blesser. Il va de même pour notre cerveau. Des recherches en neurosciences ont montré que notre cerveau a besoin de pauses régulières pour consolider les informations et ainsi restaurer sa capacité de concentration. Donc la question est alors, comment organiser vos sessions d'études pour optimiser votre performance, j'entends, votre performance cognitive. Nous avons parlé de la technique Pomodoro plus tôt, mais approfondissons un peu. La technique Pomodoro a été développée par Francesco Cirillo dans les années 1980 et plusieurs études ont confirmé son efficacité. Mais d'abord, voyons pourquoi cette méthode fonctionne. L'étude de Pachler en 2007 a montré que travailler par de petites sessions avec des pauses courtes améliore la rétention de l'information. Ils ont découvert que notre cerveau fonctionne en cycle d'attention et qu'après 20 à 30 minutes, notre capacité à rester concentré diminue de manière tout à fait drastique. La technique Pomodoro exploite ce phénomène en alternant des périodes de travail intenses, donc 25 minutes, avec des pauses de 5 minutes. Pour vraiment comprendre l'efficacité de cette technique, je vous invite à la mettre en pratique maintenant. Prenez une tâche que vous devez accomplir. Réglez un minuteur sur 25 minutes. Travaillez sans interruption jusqu'à ce que le minuteur sonne. Puis, prenez une pause de 5 minutes. Répétez ce cycle 4 fois. Puis, prenez une pause plus longue de 15 minutes à 30 minutes. Comment vous sentez-vous après? Cette méthode, si simple soit-elle, peut révolutionner votre façon d'étudier. Donc, parlons un peu de l'effet Zeigarnik, l'effet de l'interruption productive. Dans les années 1920, la psychologue Bluma Zeigarnik a observé que les serveurs de restaurants se souvenaient mieux des commandes en cours que des commandes terminées. Elle a donc mené une expérience pour comprendre ce phénomène. Donc, elle a demandé à des participants d'effectuer des tâches simples, certaines qu'ils pouvaient finir et d'autres qu'elle interrompait. Résultat, les participants se souvenaient beaucoup mieux des tâches incomplètes que des tâches accomplies, terminées ou finies. Parce que le cerveau a tendance à garder en mémoire les choses non terminées. C'est comme une alarme qui continue de sonner jusqu'à ce que vous terminiez la tâche. Vous pouvez exploiter cet effet en interrompant délibérément votre travail sur une tâche. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela maintient votre cerveau engagé. Lorsque vous reviendrez à la tâche après une pause, vous retrouverez vos idées plus facilement. Donc, utilisez l'effet Zeigarnik pour mieux apprendre. Essayons un exercice. Prenez une question complexe ou un problème que vous devez résoudre. Travaillez dessus pendant 20 minutes, puis arrêtez-vous délibérément. Pendant votre pause, faites une activité simple comme marcher, boire un verre d'eau. Revenez ensuite à la question. Ce que vous remarquerez
Eh bien, c'est que souvent, de nouvelles idées surgissent plus facilement lorsque vous reprenez la tâche quelques instants, quelques minutes plus tard. Donc, votre cerveau a besoin de pauses, et pas seulement pour se détendre. Les pauses permettent au cerveau de consolider les informations dans la mémoire à long terme. Donc, pendant les moments de repos, notamment pendant le sommeil, le cerveau réactive les circuits neuronaux associés aux nouvelles informations apprises pendant la journée, renforçant ainsi ses connexions. Donc, des chercheurs comme Bison en 2014 ont étudié l'effet des pauses sur la consolidation de la mémoire. Ils ont découvert des choses vraiment intéressantes, hein. Donc, ils ont découvert que les participants qui prenaient des courtes pauses après l'apprentissage avaient une meilleure rétention des informations que ceux qui étudiaient sans interruption. La clé ici est que pendant ces pauses, le cerveau organise et fixe les informations. Donc, pourquoi prendre des pauses est-il si crucial? Maintenant, réfléchissez un instant, pourquoi les pauses sont-elles si importantes pour la consolidation de la mémoire, pour le processus d'apprentissage. Donc, si vous avez suivi, vous savez que c'est parce que, elles permettent à votre cerveau de réorganiser les informations et de renforcer les connexions neuronales. Il est important de préciser que toutes les pauses ne sont pas égales. Plutôt que de regarder votre téléphone ou les réseaux sociaux pendant vos pauses, optez pour des pauses actives. Marchez, faites quelques étirements ou pratiquez quelques respirations profondes. Ces activités simples améliorent la circulation sanguine, réduisent le stress et préparent votre cerveau à absorber de nouvelles informations lors de la prochaine session d'études. Donc, il est crucial d'organiser votre temps d'étude. Donc, voici un plan simple pour structurer vos sessions, donc vos sessions d'études. Choisissez une tâche, identifiez la tâche sur laquelle vous allez travailler. Donc, comme je l'ai dit, réglez un minuteur pour 25 minutes, hein, donc utilisant la technique du Pomodoro. Concentrez-vous uniquement sur cette tâche. Prenez une pause de 5 minutes. Pratiquez une pause active. Répétez le cycle 4 fois. Puis prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Interrompez stratégiquement. Donc, si vous travaillez sur un problème complexe, utilisez l'effet Zeigarnik en arrêtant votre session au milieu d'une réflexion. Je dis bien au milieu d'une réflexion. Donc, nous avons vu que la gestion du temps et des pauses est cruciale pour optimiser l'apprentissage. Donc, la technique Pomodoro aide à maintenir l'attention. L'effet Zeigarnik nous permet de garder notre cerveau engagé. Et les pauses actives sont essentielles pour la consolidation de la mémoire. Nous allons maintenant plonger dans un élément vital de l'apprentissage qui est souvent négligé, le sommeil. Saviez-vous que la qualité de votre sommeil affecte directement votre capacité à apprendre et à retenir des informations? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette partie. Combien d'heures avez-vous dormi la nuit dernière? Et à quand remonte la dernière fois que vous avez eu une nuit de sommeil réparateur avant une session d'études? Ces questions peuvent sembler banales, mais elles sont en réalité cruciales. La science a prouvé que le sommeil est l'une des clés pour un apprentissage efficace. Vous pouvez appliquer toutes les techniques d'études que nous avons vues ensemble, mais en l'absence de sommeil de qualité, vos efforts seront en grande partie vains. Donc, le sommeil est fondamental dans l'apprentissage. Quand nous dormons, notre cerveau n'est pas simplement en mode repos. Bien au contraire, il est actif. Pendant le sommeil, notre cerveau travaille à consolider les informations que nous avons apprises dans la journée. Il transfère les souvenirs de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, rendant ainsi les informations plus faciles à récupérer plus tard. Donc, il existe deux principales phases du sommeil qui jouent un rôle particulièrement vital, crucial, donc capital dans le processus d'apprentissage. Donc, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal, qu'on appelle également REM. Donc, le sommeil REM, hein, qui veut dire Rapid Eye Movement, donc mouvement oculaire rapide. Donc, pendant le sommeil lent profond, le cerveau renforce les souvenirs et les informations factuelles, tandis que pendant le sommeil paradoxal, il traite les informations complexes et aide à résoudre les problèmes. Il y a une étude publiée en 2012 sur le rôle du sommeil.
C'est une étude qui a été, on va dire, assez révélatrice dans la communauté scientifique à l'époque de sa publication. Dans cette expérience, les chercheurs ont demandé à des participants d'apprendre une liste de mots pairs. Après la session d'apprentissage, la moitié des étudiants, donc la moitié des participants, ont fait une sieste d'1 heure et demie, tandis que l'autre moitié est restée éveillée. Ensuite, les chercheurs ont testé la mémoire des participants. Les résultats ont montré que ceux qui avaient dormi étaient capables de se souvenir de beaucoup plus de paires, donc de paires de mots, que ceux qui étaient restés éveillés. Donc, en approfondissant l'étude, ils ont découvert que, pendant la phase de sommeil lent profond, le cerveau réactive les circuits neuronaux associés aux nouvelles informations, renforçant ainsi leur consolidation dans la mémoire à long terme. Pensez à une période où vous avez eu une bonne nuit de sommeil avant un examen ou une session d'apprentissage importante. Comment s'est passée votre performance le lendemain? Vous avez probablement constaté que vous étiez plus alerte, plus concentré et que vous vous rappeliez plus facilement des informations. Le sommeil est essentiel pour la neuroplasticité. Pendant la phase de sommeil profond, notre cerveau renforce les synapses qui ont été activées pendant la journée. C'est comme si le cerveau consolidait les routes, les rendant plus robustes et plus efficaces pour les trajets futurs. Le sommeil paradoxal, quant à lui, est crucial pour la réactivation et la résolution de problèmes. Pendant cette phase, le cerveau fait des liens entre les différentes informations apprises. Cela explique pourquoi parfois une idée ou une solution à un problème vous vient soudainement en tête après une bonne nuit de sommeil. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que la nuit porte conseil. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Votre cerveau a travaillé en arrière-plan pour connecter les points et vous offrir cette nouvelle perspective. Donc, adopter une routine de sommeil pour un apprentissage optimal est crucial. Il ne suffit pas seulement de dormir, il faut bien dormir. Voici quelques astuces pratiques pour améliorer la qualité de notre sommeil. Commencez par créer une routine de coucher. Essayez de vous coucher et de vous réveiller à la même heure chaque jour. Cela régule votre horloge biologique et améliore la qualité de votre sommeil. Évitez les écrans avant de dormir. On ne le dira jamais assez. La lumière bleue des écrans inhibe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, essayez d'éviter les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Ensuite, pratiquez la relaxation. Des exercices de respiration ou de méditation avant de dormir peuvent aider à calmer l'esprit et à préparer le cerveau pour une nuit de sommeil réparateur. Donc, ce soir, par exemple, éteignez tous les écrans 30 minutes avant de vous coucher. Prenez ce temps pour pratiquer quelques exercices de respiration ou pour lire un livre. Observez ensuite comment cela affecte la qualité de votre sommeil et le lendemain, comment vous vous sentez lors de votre session d'études. Parlons maintenant de l'effet du sommeil sur la mémoire procédurale. Il n'y a pas que la mémoire factuelle qui est affectée par le sommeil. Walker et Stigall, en 2004, ont mené une étude sur l'impact du sommeil sur la mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire des compétences et des habitudes, comme jouer un instrument ou faire du vélo. Ils ont demandé à des participants d'apprendre une tâche motrice, puis ont comparé leur performance après une nuit de sommeil par rapport à un groupe qui avait été privé de sommeil. C'est un peu radical, mais c'est souvent ça la science. Leurs résultats ont montré que le sommeil paradoxal, donc le sommeil REM, était particulièrement crucial pour l'amélioration des compétences motrices. Les participants qui avaient dormi ont montré une amélioration significative de l'exécution de la tâche, tandis que ceux qui avaient été privés de sommeil n'ont montré aucune amélioration, voire ont montré une dégradation de la performance. Donc, le sommeil est crucial. Réfléchissez à ceci. Que se passe-t-il dans votre cerveau pendant le sommeil lent profond? Si vous vous souvenez que c'est le moment où le cerveau consolide les souvenirs en réactivant les circuits neuronaux, vous commencez à comprendre à quel point le sommeil est crucial dans le processus d'apprentissage. Donc, un plan d'action consiste à intégrer le sommeil dans votre routine d'apprentissage. Préparez vos sessions d'études autour du sommeil. Essayez d'apprendre de nouvelles informations plus tôt dans la journée et de prévoir des révisions juste avant de dormir. Faites une sieste, si possible, prenez une sieste courte de 20 à 30 minutes après une session d'apprentissage intense.
Des études montrent sans embâche d'ailleurs, que eh bien, les siestes courtes peuvent, n'est-ce pas, améliorer la consolidation de la mémoire. Donc, notez votre progression, observez les jours où vous avez bien dormi et comparez avec vos performances d'études. Vous verrez une nette différence. Donc, le sommeil est l'un des piliers les plus importants pour un apprentissage efficace. Donc, quand vous dormez, disons à la veille d'un examen, vous n'êtes pas forcément en train de perdre du temps. Vous êtes éventuellement, et très souvent d'ailleurs, en train de mieux vous préparer à emmagasiner les connaissances dans votre cerveau. Alors, nous avons vu comment les phases de sommeil, notamment le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal, contribuent à la consolidation des informations et à la résolution de problèmes complexes. Nous allons maintenant aborder un facteur clé qui affecte vos capacités d'apprentissage, l'alimentation et l'hydratation. Vous découvrirez comment nourrir votre cerveau pour améliorer la concentration et la mémoire. Vous allez voir dans cette partie que ce que vous mettez dans votre corps a un impact direct sur vos performances cognitives. Avant de commencer cette partie, voici un petit test, donc une petite question pour vous, pour voir ce que vous savez déjà. Quel type d'aliments pensez-vous peuvent améliorer la concentration et la mémoire? Quels sont, à votre avis, les aliments qui sont de nature à améliorer la concentration et la mémoire? Avez-vous des idées en tête? Si vous avez des idées en tête, essayez de les transformer en pensées. Dans cette partie, nous allons parler de l'impact direct de l'alimentation et donc de l'hydratation sur vos capacités d'apprentissage. Donc, ce que vous mangez et buvez peut faire la différence entre une session d'études productive et une session où rien ne s'ancre réellement dans votre cerveau, dans votre mémoire, dans votre hippocampe. Donc, parlons de l'impact de l'alimentation sur le cerveau. Le cerveau est un organe incroyablement gourmand en énergie. Il consomme près de 20% d'énergie totale de notre corps, même s'il ne représente qu'environ 2% de notre poids total. Il a besoin de nutriments spécifiques pour fonctionner de manière optimale, notamment des acides gras, des antioxydants et des vitamines. Donc, si vous ne lui fournissez pas les bons carburants, les bons nutriments, il ne peut pas fonctionner à pleine capacité. Donc, parlons un peu de l'influence des oméga 3 sur la cognition. Commençons par le fameux oméga 3, que l'on trouve principalement dans les poissons gras comme le saumon et les graines de chia. Des recherches, notamment celles menées par Gómez Pinilla en 2008, ont démontré que les acides gras oméga 3 jouent un rôle clé dans le maintien de la santé cognitive. Dans son étude, Gómez Pinilla a observé que les régimes riches en oméga 3 favorisaient la formation de nouvelles synapses dans le cerveau. Donc, ces connexions entre les neurones qui sont, n'est-ce pas, essentielles à l'apprentissage et à la consolidation de la mémoire. L'expérience menée sur des rats a montré que ceux qui étaient nourris avec un régime riche en oméga 3 avaient des meilleures performances lors de tests de mémoire et donc d'apprentissage. L'étude a également constaté qu'il y avait une augmentation de l'expression de certains facteurs neurotrophiques, des protéines qui favorisaient la croissance et la survie des neurones. Cela suggère que les oméga 3 renforcent littéralement le cerveau en améliorant sa structure et en boostant sa fonction. Donc, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre alimentation ces derniers jours. Combien d'aliments riches en oméga 3 avez-vous consommé? Si la réponse est pas beaucoup, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous ressentez des baisses d'énergie et donc des baisses de concentration pendant vos séances d'études. L'importance des antioxydants est également, on va dire, indiscutable. Les antioxydants présents dans des aliments comme les baies, le thé vert et même le chocolat noir sont également essentiels pour le bon fonctionnement du cerveau. Ils protègent les cellules cérébrales des dommages causés par les radicaux libres, donc des molécules instables qui peuvent endommager les neurones et ainsi affecter la cognition. Des études ont montré que les aliments riches en antioxydants améliorent la plasticité synaptique, qui est la capacité des synapses à se renforcer et à se remodeler, ce qui est essentiel pour l'apprentissage. Donc, consommer des fruits riches en antioxydants, comme les myrtilles, peut ainsi améliorer la mémoire et ralentir le déclin cognitif.
qui est généralement associé à l'âge. Donc, l'effet de la déshydratation sur les capacités cognitives est réel. On va passer maintenant à l'hydratation. Vous savez qu'il est important de boire de l'eau, mais saviez-vous que la déshydratation peut avoir un impact immédiat et donc un impact négatif sur votre cerveau? Donc, Benton et Burgess, en 2009, ont mené une étude pour tester l'effet de la déshydratation sur les fonctions cognitives. Ils ont demandé à des participants de passer des tests de mémoire et des tests d'attention après différentes périodes d'hydratation et donc de déshydratation. J'en perds mon latin. Les résultats ont été frappants. Même une déshydratation légère de 1 à 2% du poids corporel a entraîné une baisse significative des performances cognitives, notamment en termes de vigilance, en termes de mémoire à court terme et également en termes de concentration. Cela signifie que même si vous ne ressentez pas la soif, une légère déshydratation peut réduire votre capacité à apprendre et à retenir des informations nouvelles. Donc, il est nécessaire de vérifier votre niveau d'hydratation. Prenez une minute maintenant et réfléchissez à combien de verres d'eau vous avez bu aujourd'hui. En avez-vous bu assez pour rester hydraté? Essayez de boire un verre d'eau avant votre prochaine session d'études et notez si vous vous sentez plus alerte et plus concentré. Donc, parlons un peu des aliments à éviter pour une meilleure concentration. En plus de savoir quoi consommer, il est, ma foi, essentiel de savoir quoi éviter. Les aliments riches en sucre raffiné, comme les sodas, les gâteaux et les bonbons, provoquent des pics de glycémie suivis d'une chute brutale. Ce coup de pompe peut réduire notre capacité de concentration et altérer notre humeur. Vous avez peut-être déjà ressenti cette sensation de somnolence après un repas riche en glucides simples. Votre cerveau a du mal à traiter les informations dans cet état. Donc, il est important de construire une routine alimentaire pour l'apprentissage. Il est important d'adopter une alimentation équilibrée pour soutenir l'effort cognitif. Voici quelques conseils pratiques. Donc, il est impératif d'intégrer les oméga 3. Donc, essayez de consommer du poisson gras comme du saumon ou des graines de chia au moins 2 fois par semaine. Ajoutez des antioxydants, donc incorporez des baies, des noix et même du chocolat noir, au moins 70% de cacao, dans vos collations. Hydratez-vous régulièrement. Buvez au moins 8 verres d'eau par jour. Et plus encore si vous êtes actif. Emportez toujours une bouteille d'eau lors de vos sessions d'études. Évitez les sucres raffinés, donc préférez des collations à base de protéines et de fibres comme les noix, les fruits et les légumes pour stabiliser votre énergie. Donc, une question pour vous, pourquoi les oméga 3 sont-ils importants pour l'apprentissage? Si vous vous rappelez que les oméga 3 favorisent la formation de nouvelles synapses et la croissance des neurones, alors vous êtes sur la bonne voie. C'est en adoptant de petites habitudes comme choisir les bons aliments que vous renforcez la capacité de votre cerveau à apprendre et à retenir plus facilement, plus activement. Donc, intégrez l'alimentation et l'hydratation dans votre routine d'études. Planifiez vos repas. Avant une session d'études, optez pour un repas équilibré riche en protéines, en glucides complexes et en graisses saines. Buvez beaucoup d'eau. Gardez une bouteille d'eau à portée de main pendant que vous étudiez. Préparez des snacks intelligents. Ayez sous la main des collations saines comme des noix, comme des baies, comme des fruits secs pour éviter des coups de fatigue. Donc, pour récapituler, nous venons de voir comment l'alimentation et l'hydratation influencent directement nos performances cognitives. Les oméga 3, les antioxydants et une hydratation adéquate sont on ne peut plus essentiels pour soutenir la fonction cérébrale, tandis que les sucres raffinés sont absolument à éviter. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un autre aspect crucial pour l'apprentissage, la gestion du stress et de l'anxiété. Vous découvrirez des techniques simples pour apaiser votre esprit et créer des conditions optimales pour absorber les informations nouvelles. Mais avant de commencer cette partie, voici une autre question pour vous, un petit test pour vous. Pouvez-vous expliquer en une phrase simple pourquoi le sommeil est crucial pour la consolidation de la mémoire?
Donc, si vous vous souvenez que c'est pendant le sommeil, notamment le sommeil profond, que le cerveau renforce les connexions neuronales et consolide les souvenirs, alors, bravo, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de mettre en pratique la répétition et l'auto-évaluation. C'est le but des questions qui peuvent souvent vous sembler répétitives, voire rébarbatives, que je vous pose de temps en temps. J'essaie de manière plutôt, on va dire, subtile d'intégrer cette technique-là dans le mode de délivrance de cet épisode. Alors, maintenant, parlons d'un facteur souvent négligé, mais qui est également essentiel pour l'apprentissage, comme je l'ai dit, le stress et l'anxiété. Vous savez sûrement déjà que lorsque vous êtes stressé, il devient presque impossible de vous concentrer et de retenir des informations. Mais saviez-vous que la science a découvert des moyens concrets pour réduire le stress et améliorer votre capacité d'apprentissage? Donc, dans cette partie, nous allons explorer quelques techniques scientifiques assez efficaces. Lorsque vous êtes stressé, votre cerveau libère du cortisol, donc une hormone qui, à petite dose, peut être bénéfique. Cependant, lorsque le stress devient chronique, les niveaux élevés de cortisol commencent à perturber la fonction cognitive, notamment la mémoire et même l'attention. Des études ont montré que des niveaux élevés de stress réduisent la capacité de l'hippocampe, la partie du cerveau responsable de la formation de nouveaux souvenirs, à créer et à consolider des informations. Parlons brièvement de la méditation de pleine conscience. Et avant d'en parler, je tiens à préciser qu'il y a un épisode entier de ce podcast qui porte exactement sur la science de la méditation. Donc, dans cet épisode-là, vous comprendrez, ou plutôt vous apprendrez les techniques scientifiquement prouvées et rigoureuses pour, on va dire, adopter la pratique méditative. Et ainsi, vous comprendrez également que la méditation contribue à augmenter l'épaisseur du cortex préfrontal. Donc, ça augmente littéralement, on va dire, l'épaisseur du cerveau. Donc, l'épisode, il est disponible dans la playlist. Donc, la méditation de pleine conscience est essentielle pour réduire le stress. En parlant d'une méthode prouvée scientifiquement, comme je l'ai dit, pour réduire le stress et améliorer l'apprentissage. Alors, dans les années 1990, John Kabat-Zinn, qui est, n'est-ce pas, un pionnier de la méditation de pleine conscience, eh bien, a mené une étude sur les effets révolutionnaires de la méditation de pleine conscience. Il était question de voir quel était, on va dire, l'impact de la méditation de pleine conscience sur le stress et la mémoire. Donc, je vais brièvement vous présenter cette étude. Donc, Kabat-Zinn a introduit un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience à des participants souffrant de niveaux de stress, on va dire, très élevés. Il leur a enseigné des techniques de méditation simples, comme se concentrer sur leur respiration et prendre conscience de leurs pensées sans les juger. Après quelques semaines, les résultats ont été étonnants. Les participants ont rapporté une réduction significative de leur niveau de stress, une meilleure capacité à se concentrer et une amélioration de leur mémoire. Cette pratique a également été appuyée par des recherches en neurosciences. Des études utilisant l'IRM ont montré que la méditation régulière peut augmenter l'épaisseur du cortex préfrontal, comme je l'ai dit, la partie du cerveau associée à la concentration et donc à la prise de décision stratégique. Cela signifie que la méditation ne se contente pas de réduire le stress à court terme, elle renforce littéralement votre cerveau, elle le rend plus fort, plus solide, plus puissant. Donc elle vous rend plus intelligent. En faisant un exercice ensemble, pendant 1 minute, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4, puis expirez en comptant jusqu'à 4. Lorsque des pensées vous viennent à l'esprit, reconnaissez-les, mais ramenez tout doucement votre attention à votre respiration. Comment vous sentez-vous maintenant? Plus calme, plus centré? En pratiquant cet exercice régulièrement, vous entraînez votre cerveau à rester calme dans des situations de stress, ce qui améliore votre capacité à apprendre. Donc, parlons brièvement de la gestion du stress et de la mémoire. Une autre étude menée cette fois-ci en 2015 a examiné les effets de la méditation sur la mémoire des étudiants. Des chercheurs ont suivi des étudiants pendant plusieurs semaines
les divisant, comme c'est souvent le cas en recherche scientifique, en deux groupes. L'un pratiquait la méditation de pleine conscience, tandis que l'autre recevait des conseils généraux sur la gestion de stress. Les résultats ont été frappants. Le groupe qui avait pratiqué la méditation a non seulement rapporté des niveaux de stress plus bas, mais a également montré une amélioration significative de la mémoire de travail par rapport au groupe témoin. Cette mémoire de travail est essentielle pour l'apprentissage car elle nous permet de retenir et de manipuler des informations à court terme, comme le fait de mémoriser les étapes d'un raisonnement mathématique ou mémoriser une liste de concepts qui sont, on va dire, importants pour une discipline. Donc, intégrer la gestion du stress dans votre routine d'études. La technique de la respiration carrée, donc une méthode efficace, mais simple, consiste à pratiquer la respiration carrée. Je vous explique. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, expirez lentement pendant 4 secondes, puis attendez encore 4 secondes avant de recommencer. Cette respiration lente et contrôlée envoie des signaux à votre cerveau pour lui indiquer qu'il n'y a pas de danger, réduisant ainsi le niveau de cortisol. Les pauses actives sont également un moyen de réduire le stress. Pendant vos pauses Pomodoro, prenez quelques minutes pour marcher, respirer profondément ou faire quelques étirements. Ces petites activités aident à diminuer le niveau de stress et à rétablir votre concentration. Parlons aussi de l'autocompassion. Lorsque vous vous sentez stressé par un examen ou une tâche difficile, pratiquez ce qu'on appelle l'autocompassion. Rappelez-vous que c'est normal de ressentir de la pression et que vous n'êtes pas seul à vivre ces émotions. Des études ont montré que l'autocompassion réduit le stress et améliore la résilience, ce qui vous aide à revenir, n'est-ce pas, à votre tâche avec un esprit plus calme, plus serein. Donc pourquoi la méditation améliore-t-elle la mémoire? Si vous avez bien suivi, vous savez que la méditation augmente l'épaisseur du cortex préfrontal, améliorant ainsi la concentration, réduisant ainsi le niveau de cortisol. En pratiquant régulièrement la méditation, vous optimisez votre cerveau pour l'apprentissage. Donc, il est vraiment nécessaire d'être conscient de cette technique et de l'intégrer dans votre protocole d'apprentissage. Donc, chaque jour, prenez 5 à 10 minutes pour méditer en vous concentrant sur votre respiration. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert, juste, n'est-ce pas, d'être régulier. Incorporez des pauses de respiration. Avant de commencer une session d'études, faites quelques respirations profondes pour apaiser votre esprit. Observez vos réactions. La prochaine fois que vous ressentez du stress pendant l'étude, prenez conscience de cette réaction sans aucun jugement. Pratiquez la respiration carrée pour vous recentrer. Donc, pour récapituler cette partie, nous avons vu que la méditation de pleine conscience, les pauses actives et des techniques de respiration, telles que la respiration carrée, peuvent aider à réduire le stress et à améliorer la concentration, donc à améliorer la mémoire. Nous allons maintenant aborder la fixation d'objectifs et l'importance d'une vision claire pour maintenir votre motivation à long terme. Vous allez découvrir comment utiliser la méthode SMART pour définir des objectifs qui stimulent votre apprentissage et votre progression. Alors, quels sont vos objectifs d'apprentissage pour la semaine prochaine? Pouvez-vous les définir clairement? Beaucoup d'entre nous abordons l'apprentissage sans objectif précis, nous contentant de suivre des consignes ou de lire sans but précis. Pourtant, fixer des objectifs précis et clairs et spécifiques est une technique puissante pour rester motivé et orienter efficacement nos efforts cognitifs d'études. Donc, parlons de l'importance de définir des objectifs. Pourquoi est-il crucial d'avoir des objectifs d'apprentissage bien définis? Parce que sans un objectif clair, le cerveau a du mal à se focaliser. Il a besoin d'un cap, d'une direction à suivre pour savoir où concentrer son énergie. Donc, les objectifs fournissent une structure à l'apprentissage et déclenchent la libération de dopamine, donc l'hormone du plaisir et donc de la motivation. Lorsque vous atteignez un objectif, même petit, même insignifiant, cette libération de dopamine renforce votre circuit de récompense, vous motivant à recommencer, vous motivant à continuer. Mais attention, tous les objectifs ne se valent pas. Un objectif flou
comme je veux être bon en mathématiques, ne fournit pas de direction concrète. À l'inverse, un objectif clair tel que je veux résoudre 20 problèmes d'algèbre par semaine donne à votre cerveau une cible précise, une cible mesurable. Donc parlons de la technique, ou plutôt de la méthode SMART. L'une des méthodes les plus efficaces pour définir des objectifs est la méthode SMART, un acronyme qui tient pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Voyons en détail chaque composante spécifique. Votre objectif doit être clair. Au lieu de dire « je veux améliorer ma mémoire », dites plutôt « je veux mémoriser 30 nouveaux mots de vocabulaire en 7 jours ». Mesurable. Vous devez pouvoir évaluer votre progression. Par exemple, apprendre 10 mots par jour est mesurable. Ensuite, le A, donc atteignable. L'objectif doit être réaliste. Si vous fixez des objectifs trop ambitieux, vous risquez de vous décourager. Ensuite, le R, réaliste. Demandez-vous si vous avez les ressources et le temps pour atteindre cet objectif. Et enfin, le T, temporellement défini. Fixez une date butoir. Dites, d'ici vendredi, je veux maîtriser 5 chapitres du cours. Donc, essayons ensemble, prenez une minute pour définir un objectif SMART pour la semaine prochaine. Écrivez-le dans un coin de votre esprit ou sur une feuille. En suivant cette méthode, vous orientez votre cerveau vers une tâche précise, ce qui facilite l'allocation de votre attention et de vos ressources cognitives. Donc, pour comprendre pourquoi la fixation d'objectifs est si puissante, parlons brièvement de l'étude de Locke et Latham, une étude qui a été publiée en 2002. Ils ont étudié l'impact des objectifs sur la motivation et la performance. Dans une série d'expériences, ils ont donné aux participants des tâches à accomplir en variant le niveau de difficulté et la précision des objectifs. Les résultats ont montré que les participants qui avaient des objectifs spécifiques et difficiles à atteindre réalisaient de meilleures performances que ceux qui avaient des objectifs vagues ou faciles, ce qui est plutôt, on va dire, contre-intuitif. Parce que des objectifs clairs incitent les individus à mobiliser plus d'efforts, à persévérer plus longtemps et à rechercher des stratégies pour réussir. Cela active également les circuits neuronaux de la récompense, renforçant ainsi la motivation à poursuivre l'objectif. Parlons un peu de l'aspect neuroscientifique de cette technique. Lorsque vous vous fixez des objectifs et que vous vous orientez vers sa réalisation, votre cerveau libère de la dopamine, renforçant la voie neuronale associée à ce comportement. Donc, cette libération de dopamine vous donne un sentiment de satisfaction et vous motive à poursuivre. C'est ce que l'on appelle l'effet de récompense. Plus vous vous rapprochez de votre objectif, plus vous recevez de récompenses neuronales, vous poussant à continuer. Donc, voici une technique simple, ou plutôt un test simple pour évaluer vos progrès. Prenons un moment pour réfléchir à un objectif que vous vous êtes fixé récemment. Avez-vous ressenti ce petit coup de boost en vous rapprochant de cet objectif? Sinon, c'est peut-être parce que votre objectif était trop vague, ou plutôt qu'il n'avait pas de date butoir. Vous pouvez tirer profit de la méthode SMART pour redéfinir vos objectifs et maximiser votre motivation à les atteindre. Il est également important de découper les objectifs en étapes. Un autre élément clé de la fixation d'objectifs est de les découper en petites étapes, plus facilement atteignables que l'objectif global. Donc, si votre objectif est de mémoriser 100 nouveaux termes de vocabulaire en un mois, divisez-le en tâches plus petites, comme apprendre 500 mots par jour. Cette approche rend le processus moins intimidant et vous permet de ressentir des récompenses fréquentes, ce qui maintient votre niveau de motivation élevé, grâce, n'est-ce pas, à la libération fréquente, continuelle et répétée de dopamine. Donc, reparlons un peu de l'effet Zeigarnik. Souvenez-vous de l'effet Zeigarnik dont nous avons parlé plus tôt, il s'applique également ici. Donc, avant de dire de quelle manière l'effet Zeigarnik est associé à l'importance de fixer des objectifs clairs, je vais commencer par vous demander de vous rappeler ce que c'est que l'effet Zeigarnik. Donc, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots, en une phrase toute simple, ce que représente l'effet Zeigarnik? Donc, comme je l'ai dit, cet effet s'applique également dans ce cas. Lorsque vous fixez des objectifs, ou plutôt des sous-objectifs, et que vous les laissez intentionnellement
incomplet, votre cerveau reste mobilisé. La sensation d'une tâche en cours maintient un niveau de tension cognitive qui vous pousse à revenir à cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Donc, en planifiant vos sessions d'études de manière à interrompre une tâche juste avant de l'achever, vous stimulez ce mécanisme, renforçant votre persévérance. Donc, pourquoi les objectifs doivent-ils être SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement limités? Pouvez-vous maintenant expliquer pourquoi des objectifs spécifiques et mesurables sont plus efficaces? Si vous vous souvenez que cela oriente votre attention, mobilise votre énergie et active le circuit de récompense du cerveau, alors vous avez bien compris. La fixation d'objectifs est un moyen de donner une sorte de GPS à votre cerveau pour l'aider à naviguer vers la réussite. Donc, construire un système d'objectifs. Donc, définissez votre objectif principal. Choisissez un objectif d'apprentissage spécifique pour la semaine. Découpez-le en tâches. Divisez cet objectif en petites étapes quotidiennes. Évaluez régulièrement. Donc, à la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour évaluer votre progression. Avez-vous atteint vos sous-objectifs? Sinon, ajustez votre plan pour le lendemain. Célébrez les petites victoires. Chaque fois que vous atteignez un sous-objectif, prenez un moment pour célébrer votre progrès. Il ne s'agit pas d'une sorte, n'est-ce pas, d'autoproclamation, d'autosatisfaction, mais c'est une manière de donner à votre cerveau de la dopamine. Cette petite célébration renforce votre circuit de récompense, augmentant votre motivation. Donc, cela est essentiel pour atteindre vos objectifs. Donc, il est essentiel pour maintenir votre motivation sur le long terme. Donc, la méthode SMART est un outil puissant pour orienter votre cerveau et renforcer votre persévérance. En découpant vos objectifs et en célébrant chaque étape, vous activez les circuits neuronaux de la récompense, vous poussant à continuer, vous poussant à progresser. Donc, nous avons maintenant terminé ce voyage à travers les différentes techniques pour optimiser votre apprentissage. Vous avez appris comment la neuroplasticité, l'attention, l'apprentissage actif, la répétition espacée, la variation des méthodes d'apprentissage, ce que j'ai appelé la multimodalité, le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress, la fixation d'objectifs forment un ensemble complet pour devenir un maître de l'apprentissage. Ces protocoles ne sont pas magiques, ils sont basés sur la science. La clé maintenant est de passer à l'action. Choisissez une ou deux de ces techniques et commencez à les appliquer dès aujourd'hui. Testez-les, adaptez-les à votre style de vie et vous verrez des changements significatifs dans votre capacité à apprendre et à retenir des informations. Je vous encourage à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Je dis bien chaque jour, ne serait-ce qu'un nouveau mot. N'oubliez pas, ce n'est pas une question de génie, mais de méthode. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode où la science continuera de vous ouvrir les portes d'une vie meilleure. Et souvenez-vous, le savoir, c'est le pouvoir. Mais la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Que la science améliore vos décisions et vos vies. Je vous remercie.